Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode pour le mois sans tabac. Aujourd'hui, on va forcément parler tabac, mais environnement. Ceux qui découvrent aujourd'hui le podcast, vous pourrez retrouver des épisodes sur le tabac et l'alimentation, le tabac et la gestion du stress. Et aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de l'environnement. À mes côtés, bonjour Amélie. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler justement de ce sujet qui est vraiment décrié, complexe à aborder. Avant de commencer, j'aime bien me présenter mon invité. Vous avez travaillé depuis 7 ans au sein du Comité national contre le tabagisme, donc CNCT, en tant que responsable communication et plaidoyer. Vous allez en parler beaucoup plus que moi. Pourquoi ce choix d'arriver justement dans cette mission-là, j'ai envie de dire? Ce choix d'arriver dans cette mission-là, alors honnêtement, c'était, un choix un peu, au hasard. Ouais. Vraiment, je cherchais vraiment à m'engager, dans une cause, à la suite de mes études et j'ai vu qu'il y avait un poste qui était ouvert au sein du CNCT et que justement c'était quelque chose de très polyvalent parce que c'est vrai que quand on pense tabac, on pense automatiquement à la santé. Oui. Or ce n'est pas que ça. Il y a également, l'environnement avec ses effets très délétères, du début à la fin de la production d'une cigarette, mais il y a également, atteinte aux droits humains, marketing ciblé, c'est tout un ensemble de causes, en fait, qui sont liées au tabac et j'avais justement envie un peu de m'intéresser à tout ça et d'élargir un peu, le spectre, sanitaire de la consommation de tabac pour justement un peu, montrer tout ça au grand public, mais aussi, faire, pencher, les décisions, pour, la lutte contre le tabagisme. Oui, bah, c'est toujours intéressant de savoir comment on arrive et est-ce Mmh. que c'est peut-être une passion, une cause, une histoire, particulière? C'est vrai que, quand on entend parler de tabac, on ne pense pas du tout environnement, pas tout Mmh. de suite. On pense santé, C'est ça. donc alimentation, on en Mmh. parlait. On pense émotion, Mmh. gestion du stress, Mmh, c'est-à-dire mmh, mmh. pourquoi je vais fumer, ça me fait du bien et cetera et Mmh. cetera. Mais on ne pense pas au geste de, jeter une cigarette ou d'autres choses d'ailleurs. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? C'est Oui. c'est quoi ce lien, étroit, entre les 2? Alors comme vous l'avez dit, le lien, il est très étroit et ça ne concerne pas seulement, le geste, en fait, de jeter son mégot par terre. Là, c'est vraiment, on va dire, le dernier geste Ouais. qui pollue la planète, mais au final, il y a tout un enchaînement en amont qui est très nocif pour la planète. Donc on va commencer déjà par la culture du tabac, qui est déjà très nocive pour la planète. Pourquoi? Parce que c'est déjà une monoculture. Les plants de tabac, ils demandent beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides qui, au final, en fait, assèchent complètement la terre, la rend complètement stérile et c'est seulement au bout de quelques décennies qu'on peut nouveau cultiver d'autres choses, à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà la première partie Ouais. et évidemment, il faut en plus déforester, de nombreux, hectares de bois, de forêts et cetera. Donc non seulement pour faire de la place pour ces cultures, mais également pour le séchage des feuilles de tabac. Donc ça va être la deuxième étape. Donc une fois qu'on a cultivé ce tabac, souvent en plus dans des pays à revenus faibles et intermédiaires, Mmh. les grands producteurs, ça va être l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Indonésie. Il y a aussi, du coup, il faut sécher et transformer ce tabac-là. Donc pour le sécher, généralement, ça se fait dans des fours en bois ou en charbon. Donc évidemment, bon, le charbon, pas la peine de l'expliquer, c'est très polluant. Pour le bois, c'est un peu pareil parce qu'il faut de nouveau couper des arbres pour ensuite faire chauffer, ce tabac-là, les sécher les Ouais, ouais. feuilles, enlever toute l'eau et ensuite, ces feuilles séchées sont envoyées dans des grandes usines pour un peu, ben, broyer ces feuilles auxquelles on ajoute des additifs chimiques. Donc ça, encore une fois, ça génère, des émissions de CO2, ça génère des déchets Mmh. évidemment supplémentaires. Et par la suite, donc on a nos cigarettes qui sont enfin roulées, comme je l'ai dit, dans des pays à revenus faibles et intermédiaires. Il faut les envoyer en Europe, en Amérique, et cetera. Donc encore une fois, on a tout ce circuit, d'importation qui crée encore une fois, des émissions à effet, gaz de serre. Donc on a tout ça. Juste pour avoir un comparatif, sur une année, l'industrie du tabac génère 84 millions de tonnes de CO2. Si on compare C'est ça, énorme. c'est, à peu près, l'équivalent d'émissions comme un pays comme le Pérou. Donc voilà, ça et c'est tous les ans. Ou un autre comparatif, c'est la comme si 17 millions de voitures à essence roulaient, tous les ans. Donc voilà un peu, à quel point c'est délétère. Ouais. Donc là, on a enfin cette cigarette qui est, on va dire entre nos mains. Donc on la fume. Là également, ça émet une fumée qui est nocive pour l'environnement.
Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ensuite le déchet, le mégot, qui très souvent est jeté au sol. Donc là, c'est un des déchets qui est le plus retrouvé dans le monde. Et pourquoi? On le jette nonchalamment par terre. C'est un objet qui est très très léger, qui va aller dans les égouts, qui ensuite va aller dans les rivières, jusque dans la mer, sur les plages, ingéré par les poissons, les oiseaux. Et pendant tout le cycle en fait, où il se déplace dans les égouts jusqu'à la mer, il va libérer des substances très toxiques. Il y a 7000 substances toxiques qui sont contenues en fait rien que dans un mégot, dont 70 avérées cancérigènes pour l'homme, les métaux lourds comme du plomb, etc. Ça fait beaucoup de bonnes nouvelles. Exactement. Donc ceux qui vont nous écouter vont dire: «Ah oui, non mais là, en fait, ça m'a déprimé, j'arrête», ou au contraire: «Bon, bah, je vais quand même continuer», et finalement, pourquoi l'environnement vient après le reste, après la santé, et que finalement on dit: «On le laisse de côté et bon, c'est pas si important que ça»? Alors, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser vraiment, on associe tabac avec cancer, surtout cancer du poumon, maladie respiratoire, Ouais. maladie cardiaque. Et c'est parce que c'est un peu les premiers effets du tabac qui ont été connus dans les années 40, 50 par les chercheurs. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été fortement mis en avant. Et c'est surtout qu'en fait, que c'est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Donc aussi bien en France que dans le monde. On est quand même de l'ordre de quasiment 8 millions de personnes qui décèdent prématurément dans le monde à cause du tabac. C'est vraiment la première cause de mortalité. Donc forcément, c'est toujours cet aspect sanitaire qui est Oui. mis en avant. Et les politiques de prévention, elles sont vraiment axées vraiment Ouais. sur la santé pour justement essayer de réduire cette mortalité. Ou aussi le problème des maladies, parce que bon, on ne meurt Oui. pas forcément du tabac, mais on va souffrir du tabac avec des maladies qui sont très lourdes, très graves. Et c'est vrai que l'aspect environnemental, il est connu depuis, on va dire, 2, 3 décennies, mais il n'a pas été mis en avant. Pourquoi? Parce que les grands fabricants de tabac ont toujours essayé de cacher un peu tout ça, comme ils l'ont fait dans les années 40, 50 avec le lien entre consommation de tabac et cancer du poumon. Ils ont financé des fausses études, etc. Donc là, c'était un peu pareil. On s'est dit, bon, ok, on a déjà été mis à nu sur l'aspect sanitaire, on va au moins essayer de cacher l'aspect environnemental. Donc, ils ont réussi parce qu'ils ont beaucoup d'argent, évidemment, et un lobby très puissant. Donc, c'est vrai que ça commence petit à petit à se faire connaître. Mais aussi, le problème, c'est que les politiques de prévention n'intègrent pas forcément cette dimension environnementale. Et un autre aspect, c'est que l'industrie du tabac utilise beaucoup la stratégie de RSE, donc de responsabilité sociétale des entreprises, des stratégies de greenwashing, en disant par exemple, oh là là, il y a énormément de mégots qui sont jetés au sol, c'est la faute des consommateurs. Donc nous, Grand Prince, on va commencer à financer des collectes de mégots sur les plages, on va donner de l'argent à des associations environnementales. Donc en fait, ils se posent un peu comme le sauveur et pas comme le responsable de cette pollution. Ils ont aussi infiltré des grandes organisations comme l'Organisation internationale du travail pour tout ce qui concerne les enfants qui travaillent dans les champs. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, ils arrivent toujours à mettre en place des manipulations, des stratégies pour se dédouaner ou voilà, en financement des stratégies de greenwashing. Donc ça, c'est quelque chose qui est surtout à l'ordre du jour depuis ces 20 dernières années. Pourquoi? Parce qu'avant il y avait quoi? C'est juste que maintenant, On en prend plus conscience et on agit? c'est ça. Ouais, Je pense voilà. que c'est aussi l'opinion publique qui a Ouais. changé et que maintenant, de manière générale, avec le réchauffement climatique, les gens sont quand même beaucoup plus sensibles à l'environnement, surtout les jeunes générations. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu cet axe qu'on développe et pour essayer de faire justement connaître tous les effets délétères de l'industrie du tabac. Et c'est surtout qu'on arrive à les exposer de plus en plus à travers des procédures en justice. À la fin des années 90, il y a eu un grand procès aux États-Unis qui a permis de faire découvrir des millions de documents internes de l'industrie du tabac, donc comme quoi qui indiquait qu'ils étaient au courant depuis longtemps entre les effets cancer, consommation de tabac, etc. Donc ça a déjà mis un coup de frein assez fort dans la stratégie marketing. Et autre chose, début des années 2000, il y a eu une convention cadre qui a été mise en place, la convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'OMS, ratifiée maintenant par 183 pays dans le monde. Donc c'est un des traités de santé qui est le plus signé et ratifié dans le monde. Et justement, ce traité fait le lien entre tabac et environnement. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup plus de gouvernements qui prennent en cause justement cet aspect-là. Et aussi la société civile, justement, qui arrive de plus en plus à faire le lien entre tabac et environnement et les exposer parce qu'en fait, nous, notre cible, ce ne sont pas les fumeurs. C'est vraiment l'industrie du tabac qui crée justement un peu cette, on peut le dire, cette pandémie industrielle. Donc du coup, de ce que vous dites, c'est
En fait, le consommateur, finalement, est presque victime, même si j'aime pas ce mot-là, mais C'est malgré ça. lui, c'est ça? Malgré lui, il est Ouais, victime. Il est ouais. vraiment victime de son addiction. Il est vraiment victime de tout ça. Mmh. Comme on l'a dit, c'est vraiment une addiction qui est très, très forte et très difficile de s'en défaire. Et ça, c'est une autre stratégie de l'industrie du tabac, c'est vraiment de faire porter le chapeau aux consommateurs. Donc là, ça va être justement, si vous jetez votre mégot par terre, c'est votre faute. On est d'accord Mmh. là-dessus. Le consommateur peut être sensibilisé. Mais le problème à la base, en fait, c'est quand même, là je parle pour les mégots, c'est quand même le fait qu'il y ait un filtre. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais le filtre n'est pas du tout utile. En fait, OK. c'est un argument marketing sorti par l'industrie du tabac dans les années 50. Oui, pour une certaine marque, avec un M. Voilà, Ah, mais qui ont très vite été rejoints par oui. d'autres fabricants. Pourquoi? Parce que justement, il y avait les premières études qui sortaient qui faisaient le lien entre cancer du poumon et consommation de tabac. Donc, ils se sont dit, mince, on va agir. Donc, ils ont sorti justement ces filtres-là sur les cigarettes pour dire aux fumeurs, rassurez-vous, avec ce filtre, Vous avez plus de cancer. vous avez beaucoup moins de chances d'avoir de cancer, c'est bon, fumer est beaucoup plus sûr, etc. Mais en Et, réalité, non. et en réalité, pas du tout. Pas du tout. Ça ne filtre rien du tout. Ça ne filtre rien du tout. Et c'était aussi une autre stratégie marketing parce qu'à l'époque, c'était surtout les hommes qui fumaient. Oui, c'est vrai. Donc, ils se sont dit, on a quand même une moitié de la population qui pourrait fumer également et ça nous ferait plus de profit. Donc, justement, pour recruter des femmes, parce que les femmes, elles n'avaient pas trop envie d'avoir des brins de tabac dans la bouche. Donc, c'est pour ça qu'il y avait les porte-cigarettes à l'époque. Et voilà, on va mettre un filtre comme ça, on peut recruter plus facilement des femmes et des jeunes qui vont s'initier au tabac parce que c'est vrai que quand on s'initie au tabac avec un filtre, c'est quand même beaucoup plus facile, c'est plus Mmh. propre, etc., que si on roule notre cigarette avec des brins de tabac Oui. qui sont un peu partout. Donc voilà, c'est vraiment leur première stratégie de réduction des risques qu'ils ont mis en place Mmh. et qui perdure encore aujourd'hui. C'est vraiment une idée, en fait, la plupart des gens pensent que le filtre protège. Mais c'est incroyable parce que même moi, même nous, même les Mm. personnes qui vont nous regarder vont dire: «Mais non, en fait, je ne savais pas» Oui, et oui, on le dit pas. c'est ça, on ne le dit pas. La consommation, on parlait de mégots, enfin de ce film et des cigarettes classiques. Avant, on était plus, cigares, enfin Mm. nos grands-parents en général, puisque c'était souvent des hommes. Est-ce que c'était bien mieux que maintenant ou pas du tout? En termes sanitaires, non. Non. Ouais. Après, en termes environnementaux, c'est vrai qu'il n'y avait pas de filtre. Après, le reste qui était jeté, libérait et qui était jeté par terre, libérait également des substances toxiques et chimiques. Donc, au final, qu'il y ait un filtre ou pas, Mmh. ça émet quand même des produits assez dangereux. Donc, ça, il y a pas de doute. Mmh. Mais c'est vrai que ce qui est plus compliqué avec les filtres, c'est qu'ils mettent jusqu'à 15 ans à se décomposer. Parce que, OK. aussi, à tort, il y a beaucoup de gens qui pensent que le filtre, c'est une sorte de coton. Ouais. Alors que non, c'est plutôt une sorte de plastique. C'est pas du plastique qui émane directement du pétrole, c'est fabriqué en acétate de cellulose. Donc c'est une forme de plastique qui est très résistante. C'est un peu, on l'utilise aussi pour fabriquer les branches des lunettes. Donc c'est quand même quelque OK. chose qui est assez solide. Oui. Et quand c'est jeté par terre, en fait, et ça décompose dans des conditions un peu spéciales, ça libère beaucoup de microplastiques dans les sols et dans l'eau. Donc voilà, qui est quand même avéré être néfaste pour l'être humain, mais aussi pour la faune et la flore. Oui, puis on parle aussi, moi j'avais noté, que chaque année 200 000 hectares de forêt Mm, disparaissent. c'est ça, Donc c'est énorme, énorme. c'est-à-dire qu'on le voit bien déjà notre, planète, se transforme, parce que je Mm, dirais pas va mal, mais se transforme. mm, On voit que le climat aussi, la température change et ce qui est très drôle, c'est que, souvent on nous dit même sur la pollution: «Attendez, limitez votre voiture» et cetera et des fois on pense pas à des actions toutes simples comme on peut exactement. faire. Donc ça étonnant. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à un utilisateur? Alors, à part arrêter de fumer, mais c'est pas si facile que ça. On a vu dans les précédents épisodes Oui, que c'est pas si facile. Ça serait quoi les actions ou les prises de conscience qu'on pourrait leur, transmettre aujourd'hui? alors, les prises de conscience, c'est quand même de ne pas jeter son mégot Déjà, partout. la Déjà, base. c'est la Même le première, plastique d'ailleurs au voilà, passage, la hein. première chose, c'est ne pas jeter ses déchets, parce que là, jeter son mégot, c'est vraiment pas anodin. Mmh. On prône souvent des fausses solutions. Donc, on peut penser par exemple qu'un cendrier portatif peut être une solution. Sauf que ça, encore une fois, c'est une fausse solution. Pourquoi? Parce que c'est l'industrie du tabac qui a mis en place cette pseudo-solution, donc en mettant en place des cendriers portatifs. Sauf que les études scientifiques montrent que ça incite justement à la consommation, parce que pourquoi? On a le cendrier sur soi, on fume partout. On va Eh fumer oui. sur les plages, on va fumer dans les forêts, etc. Souvent, ces cendriers sont fabriqués aussi en plastique, donc ça va engendrer une pollution supplémentaire. Et de toute manière, en fait, ces mégots ne seront pas traités par la suite. Donc, on va remplir son cendrier.
Et ensuite, on va de toute façon tout jeter dans une poubelle et en fait, ils vont pas être traités de manière correcte, ces mégots. Donc en fait, c'est Mmh. complètement contre-productif. Donc ce qu'il faut faire, c'est jeter son mégot déjà dans les cendriers communs qu'on trouve dans la rue. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, c'est aussi avoir à l'esprit qu'il n'y a pas de solution de substitution en fait à ces cigarettes. Ouais, Parce que là, on voit de plus en plus un peu du tabac naturel, des filtres biodégradables. En ouais, réalité, ces filtres biodégradables ne le sont pas du tout. C'est encore une fois un argument d'éco-blanchiment, de ouais, greenwashing, justement, pour dire, OK, c'est bon, je peux continuer à fumer, je ne polluerai pas, alors qu'en réalité, ces filtres, ils vont toujours absorber tous les produits chimiques et cancérigènes de la cigarette. Le fumeur, il va se dire, OK, c'est biodégradable, je peux le jeter, donc ça peut même augmenter au final la pollution des sols, de l'eau, et même il se décompose dans des conditions qui sont quand même très particulières, donc il faut avoir plus de 50 degrés en termes de température, ouais. une forte humidité, des micro-organismes spécifiques, donc en fait ils ne sont pas du tout biodégradables, et ils vont même libérer en fait toutes les substances dans l'eau et les sols, et au final ça va même aggraver Ouais. la pollution. La cigarette Oui. électronique, c'est quoi? C'est mieux? C'est moins bien? Alors, sur le plan sanitaire, si on consomme que de la cigarette électronique, on peut dire que c'est un peu mieux, même s'il y a beaucoup de débats là-dessus et qu'il y a Ouais, des risques. ouais, Après, sur le plan environnemental, c'est tout aussi désastreux. c'est Pourquoi? fou. Parce que déjà, alors dedans, c'est fait le contour en fait est fait de plastique, Ouais, donc déjà c'est ça. À l'intérieur, on va retrouver des circuits électroniques, on va retrouver des métaux, on va retrouver des réservoirs en plastique où est contenue la nicotine. Donc en fait, tout ça est un ensemble et c'est très difficile à désassembler pour le recycler. Et en ce moment, il y a très très peu de filières de recyclage qui sont mises en place. Et même les études montrent que, en fait, sur toutes les cigarettes électroniques qui sont vendues, au final, il y a moins de 1% qui sont vraiment recyclés. mmh, Et même avec les tout nouveaux modèles, les puffs enfin les cigarettes électroniques jetables qui sont maintenant interdites en France, mais encore ouais. présentes dans beaucoup de pays, il y a même des petites LED qui sont dedans parce que ça clignote, etc. Donc ça aussi, c'est très difficile à détacher. Donc en fait, on n'arrive pas à avoir chacun des matériaux de manière séparée. Donc en fait, c'est pas du tout recyclable. Et la plupart des gens, en fait, quand on achète, on n'a pas de conseils sur que faire en Ouais. fait une fois qu'on a consommé ça. Donc ils vont jeter ça dans leurs ordures ménagères. Et ça peut en plus créer des incendies dans les centres de collecte. Il y a eu souvent pas mal, surtout au Royaume-Uni, des centaines d'incendies en fait dans les centres de collecte parce que ça a été mal disposé. Mmh. Donc non, ce n'est pas du tout un avantage. C'est pas Sur le plan, c'est l'alternative? pas l'alternative. Et même maintenant, il y a aussi même des tout nouveaux modèles de cigarettes électroniques avec des écrans, des jeux vidéo qui sont intégrés. Donc il y a de plus en plus de circuits électroniques dedans. Donc au final, Ouais. c'est de plus en plus problématique. Ouais, puis on en parlait en off aussi, mais je trouve que c'est intéressant, ce côté émotionnel, gamification Mm, aussi, mm. de la cigarette en dehors de l'environnement. Je trouve que c'est intéressant d'en parler et finalement ça nous rend presque encore plus dépendants, Oui. et donc bah, le circuit, la boucle, elle est là et Mm. donc on a du mal à s'en sortir. C'est exactement ça, surtout pour Ouais, les plus jeunes au final. Donc ouais, là, on va allier deux addictions qui va être la nicotine. En plus, les jeunes sont beaucoup plus réceptifs à l'addiction à la nicotine parce que leur cerveau est toujours en développement. mmh, Et on a ces jeux en plus, donc on a vraiment cette surstimulation qui s'entraîne et rend en fait l'arrêt de plus en plus difficile. Et ça, c'est une stratégie qui est très très bien pensée justement ouais, pour recruter des consommateurs de plus en plus jeunes pour justement remplacer ceux qui meurent de leur consommation de tabac. Une ouais, personne sur deux quand même. ouais, une personne sur 2. Une personne sur deux consommatrice de tabac va Ouais. décéder des suites de son tabagisme. Dans les statistiques, ce que vous regardez sur les longues années, si on continue comme Mm. ça on va où? Alors, dans certains pays et certaines régions, donc l'Europe, l'Amérique du Nord ou encore l'Australie, on a tendance à baisser. La OK. consommation a quand même tendance à baisser, surtout chez les hommes. Ah! Ça, c'est parce OK. qu'ils ont commencé à fumer assez tôt, donc maintenant les politiques Ouais. de prévention commencent à fonctionner. Par contre, chez les femmes, ça a tendance à augmenter parce qu'elles ont commencé à fumer plus tard, justement avec tous les mouvements de libération féministe. Elles se sont Mmh. dit, nous aussi, on peut fumer. Ouais. Et vu qu'il n'y avait pas encore tous ces risques qui étaient connus. Donc là, on voit vraiment sur les courbes, en fait, que par exemple, rien que pour le cancer du poumon, chez les hommes, la prévalence tend vraiment à beaucoup diminuer dans les pays européens et nord-américains. Par contre, ceux des femmes est en augmentation et va rejoindre celui du cancer du sein. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très grave. Après, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, donc tous les pays du Sud, africains, Asie du Sud,
voire Amérique latine, là où les lois en fait sont un peu plus permissives Mmh. et où l'industrie du tabac est beaucoup plus présente, où ils ont même beaucoup d'industries, d'usines de fabrication et qui sont justement très présents ou même voire très proches des gouvernements. Donc on n'a pas vraiment une réglementation qui est très Mmh. forte. La consommation elle a tendance à fortement augmenter. Mmh. Surtout en Afrique, parce que là-bas, en plus, il y a une population qui est très très jeune, très très Ouais. dynamique. Et ça, ils l'ont bien compris, en fait, l'industrie du tabac. Donc c'est pour ça ils ont des stratégies marketing très ciblées. Ils les font fumer de plus en plus jeunes. Ils vendent des cigarettes à l'unité. Ils ont des kiosques à côté des écoles. Ils mettent les produits à hauteur des yeux des enfants, à côté des confiseries, à côté des peluches, etc. Donc c'est vraiment une des stratégies très cyniques pour les faire tomber le plus tôt possible dans l'addiction. Et c'est encore plus problématique dans les pays africains ou asiatiques où justement les systèmes de santé sont encore beaucoup plus mis à mal Mmh. qu'en Europe, en Amérique du Sud. Donc en fait, ils vont souffrir davantage encore de cette consommation de tabac à Mmh. terme. Donc c'est très très problématique. Et aussi une autre situation, c'est que, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais par exemple Philippe Maurice, ils ont toujours ce grand discours, on veut sortir de la cigarette, on veut passer aux alternatives sans Ouais. combustion comme le vapotage, etc. Mais en fait, quand on regarde les chiffres, ils continuent à sortir de nouvelles marques de Marlboro dans les pays qui sont à revenus faibles et intermédiaires. Donc non, ils essayent vraiment encore de capter un marché de plus en plus jeune, vraiment sur les cigarettes combustibles. Ouais, et du coup, si on voit ces évolutions, on peut faire un parallèle avec l'environnement, forcément. Oui, Ça sera impactant encore plus dans ces pays-là, mais bon, exactement. l'air ne s'arrête pas à une frontière. Et c'est ça, voilà, Voilà. c'est exactement ça. Enfin, il y a beaucoup de pays, par exemple le Malawi, le Mozambique, qui sont des pays producteurs de tabac, qui sont encore, leur économie est très dépendante en Oui. fait de la culture de tabac. Et en fait, c'est parce que le tabac, c'est une culture de rente. Il n'y a Mmh. pas forcément, il n'y a aucune suite, c'est pas... En fait, ça prend de la place pour les cultures vivrières. Oui. Et c'est surtout dans des pays qui sont en plus en stress hydrique ou même en malnutrition. En fait, toutes ces cultures de tabac pourraient être remplacées par des cultures vivrières comme du riz, du blé, du maïs, des pommes de terre, qui même au final demandent beaucoup moins d'engrais, beaucoup Ouais. moins de pesticides, beaucoup Ouais. moins d'eau, et qui pourraient au final nourrir la population assez facilement. Juste à titre d'exemple, dans le Oui. monde, il y a 4 millions d'hectares qui sont consacrés à la culture du tabac. Ça fait combien de pourcents? Alors, en 4 millions par pourcent, rapport au je reste sais, des des, agroalimentaires, on va dire. alors, honnêtement, là, je n'ai pas le chiffre OK. en tête. J'avais fait une comparaison à quoi ça correspondait. Ouais, pour se rendre compte pour Oui, ceux qui nous écoutent. c'est à peu près la surface de la Suisse. Suisse ou Pays-Bas qui Ouais. est consacrée juste au tabac. OK. Donc c'est quand même quelque chose Ouais. Oui. d'assez important. Et par exemple aussi, par exemple, pour produire 1 kilo de feuilles de tabac, c'est environ 3000 à 3500 litres d'eau pour une feuille qui au final ne sert à rien. Mmh. Et à titre d'exemple, par exemple pour 1 kilo de riz, qui est quand même quand même une culture qui demande beaucoup d'eau, le riz, Oui. on est environ à 2500 litres d'eau. Et par exemple pour 1 kilo de tomates, c'est 180 litres d'eau. Donc on voit qu'en effet, à la place, on pourrait avoir des cultures Bien sûr. vivrières qui sont beaucoup plus importantes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a une culture du tabac, en fait, c'est que ces terres deviennent complètement stériles et arides. Bah oui. Donc en fait, même si on ne cultive plus du tabac, il faut jusqu'à plusieurs décennies pour pouvoir nouveau recultiver dessus. Ouais, justement, c'est quoi les solutions que les politiques, pourraient mettre en place ou vont mettre en place, pour aller, réduire, cet impact fort sur l'environnement et puis la surconsommation, j'ai envie de dire, surproduction et Mm. surconsommation? Alors, ça a quand même, comme j'ai dit, il y a de plus en plus de gouvernements qui prennent conscience de tout Oui. ça. Il y a des initiatives internationales justement qui se mettent en place. La première, donc, c'est à travers les conférences des parties de la Convention 4 pour la lutte anti-tabac de l'OMS. Donc, tous les 2 ans, tous les pays se réunissent justement pour faire évoluer ce traité. Et dans le préambule, il y a directement le lien qui est fait entre tabac et environnement. Donc, en fait, tous les pays ont à l'esprit qu'il faut vraiment agir et qu'il y Ouais. a un lien très fort entre tabac et environnement. La dernière conférence, elle s'est tenue il y a 2 ans au Panama. Et là, il y a eu des fortes avancées justement pour vraiment intégrer cet aspect environnemental dans les stratégies vraiment nationales et mondiales. Il y a un article qui est dédié justement et la solution, c'est d'avoir des cultures de substitution Mmh. par rapport au tabac. Parce que ce qu'on entend souvent, est-ce que les fabricants de tabac disent justement dans ces personnes qui produisent du tabac dans des pays un peu comme le Malawi, le Mozambique ou l'Indonésie,
C'est de l'argent rapide parce que c'est quelque chose qui se produit qui se produit très rapidement, qui se cultive rapidement. Sauf qu'en fait, ça entraîne un cercle de dépendance et de surendettement de la part du travailleur. Et en fait, nous, ce que les pays veulent, c'est justement entraîner ces substitutions pour qu'à la place, ils ont des cultures qui soient au final beaucoup plus rentables et qui permettent de nourrir la population. Donc ça, c'est quelque chose qui est en travail, qui est très compliqué, comme vous le savez, ils ont beaucoup de pouvoir, les Mmh. industriels. Mais sinon, il y a aussi, à travers, les négociations du traité plastique qui se sont tenues, récemment, à Genève, où là également, nous, la société civile, on est présent. Donc aussi bien de santé publique, mais des associations environnementales comme Surfrider, par exemple, pour demander, à l'occasion de ce traité, l'interdiction des filtres. Comme j'ai dit, qui n'ont Ouais. aucune justification sanitaire, représentent, 35 des déchets ramassés, sur les plages. Donc voilà, c'est quelque chose, nous aussi, qu'on essaye de faire connaître auprès des grandes instances internationales, aussi bien vraiment d'avoir ce lien santé-environnement. Et sinon, il y a aussi pas mal de coalitions de la société civile qui commencent à se former à travers le monde. Là, je pense notamment à la Stop Tobacco Pollution Alliance, donc qui regroupe une centaine d'associations environnementales de santé publique justement pour plaider donc, à travers le monde auprès de leur gouvernement pour justement faire prendre conscience en fait de l'impact environnemental de l'industrie du tabac. Est-ce que vous savez un peu les objectifs qu'ils ont sur 5, 10, 15 ans, 20 ans euh, on n'est pas dans leur tête, mais Oui. ça serait quoi, vous qui participez à ces événements? Alors, la première étape, vraiment, ce serait de faire interdire ce filtre. Si on arrive dans les Ouais. 5 prochaines Le plus années, urgent, c'est ça. c'est ça. Ce Ok. serait déjà, 5 prochaines années, ce serait déjà un grand, grand pas en avant. C'est qu'il y aurait déjà plus tous ces déchets qu'on retrouverait partout. C'est quand même un des déchets qu'on retrouve le plus. Là, je parle vraiment du Du mégot. mégot, ouais. Ensuite, ce serait vraiment, en fait, de réduire la consommation de tabac en mettant en place des politiques publiques qui sont fortes. Donc là, ça va être un ensemble assez général. Ça va être le remboursement, par exemple, des substituts nicotiniques pour accompagner les fumeurs. Ça va être de former davantage de professionnels de santé pour accompagner les fumeurs. Ça va être d'augmenter les taxes aussi sur le tabac parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien, surtout pour les populations un peu plus précaires ou les jeunes. Ça va interdire la publicité sur le tabac. En France, on a une interdiction, mais dans d'autres pays, en fait, on retrouve encore des grandes affiches pour le tabac. Ou même aussi, je pense que j'apprends rien, dans le cinéma français, on voit quand même encore beaucoup de gens qui fument. Donc, Ouais. c'est aussi de participer un peu à cette dénormalisation de la consommation ou en mettant de plus en plus d'espaces sans tabac. Comme ça, les gens, ils sont beaucoup moins tentés au Mm. final de fumer. Si on voit tout le monde qui fume autour de soi, on va être tenté Bien à sûr. fumer. Ou surtout pour un ancien fumeur, il va être plus susceptible de recommencer à fumer. Pour quelqu'un qui veut arrêter, ça va être plus difficile. Donc, c'est vraiment mettre en place un ensemble cohérent de mesures pour réduire la consommation. Moins il y a de consommation, moins il y a de production et au Mm. final, moins il y a de culture, etc. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est globale. On ne peut pas agir uniquement sur l'environnement. Il faut que ce soit vraiment tous les aspects qui soient pris en compte pour réduire tout ça. Et c'est aussi, dans les pays producteurs, accompagner justement les paysans qui ont justement ces champs de tabac Mm. pour en fait les pousser à avoir des alternatives vers des cultures vivrières qui sont beaucoup moins énergivores, consommatrices en eau, etc. Oui, et puis il y a une question aussi financière, c'est-à-dire que ça rapporte aussi pour ces pays qui sont souvent pauvres, j'ai envie de dire, enfin, entre guillemets, C'est ça. attention, Oui, mais du coup, c'est une facilité, mais derrière, c'est les rééduquer à autre chose, mais c'est ça. c'est pas facile. C'est ça. Et comme vous l'avez dit aussi, souvent dans ces pays, il y a aussi une forte corruption au Eh niveau oui. étatique. Mm. Et c'est vrai que quand on a les principaux fabricants de tabac qui sont présents, en fait, qu'il y a une forte pression auprès du Mm. gouvernement, ça va être très difficile pour eux d'adopter des C'est sûr. politiques pour changer tout ça. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment une culture de rente. Donc, ils vont produire, ils vont tout avoir de l'argent de la part des fabricants. Et en fait, ils ne voient pas forcément l'objectif à moyen et long terme, ce qui Ouais. peut se comprendre aussi dans ces situations-là. Mais ça entraîne en fait un effet de surendettement et même, en fait, ils n'arrivent pas à gérer tout ça eux seuls. Donc souvent, dans les familles qui produisent tout ça, ils vont mettre leurs enfants dans les champs de tabac pour justement les aider à avoir une main-d'œuvre un peu gratuite. Du coup, ça entraîne une déscolarisation assez forte de ces enfants-là. Il y en a la Mm. situation au Malawi, en fait, on a énormément, plusieurs centaines de milliers d'enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans les champs de tabac, ce qui en plus les met face à des conséquences sanitaires assez fortes, notamment la maladie du tabac vert. C'est parce qu'ils n'ont pas d'équipement adapté justement pour collecter les feuilles de tabac et toute la nicotine en fait rentre à travers dans les mains Mm. et dans leur système sanguin et ça peut causer certains effets
après neurologiques, cardiovasculaires, etc. Oui, Donc c'est donc, tout un enjeu derrière encore qu'on ne connaît pas forcément. C'est vrai que le fumeur a tendance, quand même, il fume une cigarette, il jette son mégot, c'est un geste invisible pour lui, mais ouais. au final, qui a des conséquences très néfastes pour la planète. Oui, et ça, on ne le sait pas assez. Et effectivement, quand on consomme une cigarette, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière, la Non, chaîne on qui ne est sait derrière. pas, on ne sait Et pas. là, on en prend un peu conscience aujourd'hui quand même. C'est ça. Et même, Mm, comme vous l'avez dit, je voudrais revenir sur un chiffre de bien sûr. 100 000 hectares qui sont du coup défrichés chaque année pour, là aussi bien pour avoir des nouvelles terres pour cultiver le tabac et pour Mm. chauffer également le tabac. C'est l'équivalent d'un département comme les Yvelines. Donc tous les ans, qui Incroyable. disparaît en Qui fait, disparaît. qui disparaît. Oui, parce que pour réensemencer la terre, ça prend des années. Ça prend des années, Ouais. ça prend plusieurs décennies. Mm. Parce que c'est complètement, au final, stérile. Une fois qu'il y a eu le tabac, c'est tellement en monoculture, c'est des tonnes et des tonnes d'engrais en fait qui sont mis dessus pour faire cultiver ça. Et au final, oui, ça rend la terre complètement stérile. Mais du coup, est-ce que dans les projections sur 50, 100 ans, il y a des territoires, il y a des zones qui vont disparaître à cause de ça? Parce que quand il y aura plus de possibilités, il faudrait chercher ailleurs. Alors là, c'est encore une question qui est un peu difficile pour le Oui, donc moment pour répondre dans parce la qu'il y a, réflexion. voilà, dans la réflexion, c'est vrai que vu où on se dirige de manière générale, c'est un risque qui peut arriver. Si on continue à la production actuelle de cigarettes, en effet, Oui, à un moment, on arrivera à un problème où on ne trouvera plus de terre en fait pour cultiver ce tabac. oui, Chaque année, il y a 6 000 milliards de cigarettes qui sont produites dans le monde. Juste pour avoir une c'est idée, énorme. c'est énorme. C'est énorme. Et sur ces 6 000 milliards, on a 4 500 milliards de mégots qui sont jetés dans la nature et qui échappent du coup. Et ça, c'est tous les ans. Tous les ans, Ouais, tous les ans. Donc, si on fait le calcul depuis ouais. rien que ces 20 dernières années, c'est assez colossal. Et comme je l'ai dit, vu qu'on a une baisse de la consommation dans les pays, on va dire, entre parenthèses, occidentaux, Oui, et une hausse dans les pays du Sud, comme l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, en fait, au bout d'un moment, et avec l'accroissement de la population, oui. ça va se rejoindre. Donc, en fait, s'il n'y a pas des mesures très fortes qui sont prises, pas les gouvernements, c'est assez pessimiste l'avenir. Plus le reste, parce qu'on Plus le parle reste. là, ça, mais l'agroalimentaire, Oui, la déforestation pour d'autres choses, exactement. Et, ça fait beaucoup de oui. choses. Et même la consommation d'eau, on en a un peu Oui. parlé. Mais c'est une industrie qui est très, très consommatrice et gourmande en eau. L'industrie du tabac utilise 22 000 milliards de tonnes d'eau tous les ans. C'est un peu l'équivalent il me semble, entre 6 millions et 8 millions de piscines olympiques tous les ans, qui sont gâchées en fait Ouais, c'est ça. pour ça. Et dans des pays qui sont déjà en stress hydrique, Mm. comme en Asie ou en Afrique, en fait, c'est très problématique. C'est même complètement impensable de se dire que c'est justement dans ces pays-là Ouais. qu'on a cette production de tabac qui est faite, alors que c'est des pays qui sont vraiment beaucoup plus sensibles à la malnutrition, au stress hydrique, etc. Et qui pourraient au final avoir, pour une plante, au final, qui n'a aucun bénéfice pour l'être humain. Mm. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à un consommateur classique, même si on sait qu'il lui, il est en bout de chaîne finalement, Mm, parce que c'est pas lui le décideur, c'est pas nous, citoyens, mais au moins une petite action comme j'aime bien le colibri de Pierre Rabhi mm, qui dit je fais oui, ma part. Bon, avec mon petit bec, je vais oui. amener de l'eau. Hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors là, c'est vrai qu'une des solutions d'arrêter? c'est d'arrêter. Honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. En fait, ce qui compte, c'est la durée. C'est pas forcément la quantité. Forcément, si on consomme 2 paquets par jour, on aura plus de mal à arrêter parce qu'on sera beaucoup plus addict. Ouais. Mais les risques sur la santé, ils sont déjà présents dès la première cigarette. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est même si on a l'impression qu'en passant aux alternatives comme les dispositifs de vapotage, Ouais. c'est pas forcément la solution non plus, comme je l'ai énoncé, avec tous les circuits qui sont à l'intérieur. Il faut vraiment bien savoir comment recycler sa cigarette électronique, ce qui n'est pas possible Ouais. pour le moment. Et un autre message aussi, c'est que le filtre non plus, le mégot n'est pas recyclable. Donc on voit souvent des entreprises privées qui prolifèrent un peu en ce moment, justement, disant qu'ils vont transformer les mégots en doudounes, en meubles, etc. C'est très compliqué, c'est très énergivore, ça demande énormément d'énergie de transformer ça. Et il y a des études qui montrent qu'il reste des résidus un peu enfin, chimiques dans le meuble, au final, l'objet qui va être transformé. Donc, c'est pas forcément plus sain pour la santé. Mhm. Mais aussi, un message à faire passer, c'est de ne pas se laisser avoir par les stratégies de greenwashing de l'industrie du tabac, qui va vous proposer des filtres biodégradables, des cendriers portatifs, etc., qui ne sont pas du tout la solution et qui a juste une finalité, c'est de maintenir les profits de l'industrie et de maintenir le fumeur dans sa consommation. Et puis de s'informer comme aujourd'hui.
Et s'informer et Dans continuer. notre podcast, sur le mois sans tabac, enfin toutes les informations Oui. qu'on peut avoir. Moi, je dis toujours que d'avoir de la connaissance, c'est avoir les armes pour, entre guillemets, Mmh, juger ce qui est bien ou pas, hein, parce mmh, que, voilà, chacun à son niveau, va c'est avoir son ça. histoire derrière. Mais s'informer, c'est important, ouais. Oui, ça allait de continuer de s'informer toujours, ne vraiment pas tomber dans le piège des études ou des documents qui proviennent justement de l'industrie du tabac parce que c'est toujours faussé. Les sources officielles qu'on peut consommer, j'allais dire, mais surtout, consulter, ça c'est quoi pour, on mettra les références bien sûr, Bah, ça peut être par exemple le site de la transition du ministère de la transition écologique, quand même les sites gouvernementaux qui eux, du coup, ont bien conscience, de tout ça. Après les sites des associations de la société civile, donc là de lutte contre le tabagisme comme le Comité national contre le tabagisme ou bien Santé publique France, ouais. les ARS également en région qui peuvent aussi communiquer dessus. À l'échelle un peu plus locale, c'est aussi des fois plus important. Ou les médias, certains médias aussi traitent plutôt pas mal du sujet. Mais voilà, il faut avoir un regard critique à ce niveau-là. Mais c'est vrai que vraiment suivre la société civile qui agit directement au quotidien dessus vont avoir des informations qui sont plutôt fiables et à jour. En France, on parle de responsabilité élargie du producteur pour certaines grandes entreprises polluantes. Ouais. Et en France, en fait, depuis 2021, il y a un éco-organisme qui a été mis en place pour justement gérer un peu cette pollution liée aux mégots. Donc là, c'est Mmh. quelque chose qui est vraiment promu à l'échelle mondiale comme quelque chose de formidable. La France a enfin mis quelque chose en place. Le problème, c'est que cet éco-organisme, qui s'appelle Alcom, est géré par les 4 grands fabricants de tabac et les buralistes. Donc ça va à l'encontre des dispositions qui ont été prises par la France, parce qu'il y a une ingérence de l'industrie du tabac dans un processus au final Mmh. étatique. Et en fait, leur but à eux, ce n'est pas du tout de réduire la consommation. Donc ils sont juste, là pour collecter les mégots et il faut savoir en fait qu'ils ne répondent tellement pas à leurs attentes et à leurs objectifs qu'ils ont déjà été condamnés 2 fois par le ministère de la Transition écologique pour manquement, à leurs actions. Et en fait, ça leur permet même d'avoir des communications et des communications grand public en France, alors que c'est interdit. Il est interdit pour les fabricants de tabac de faire la communication. Et là, ils se placent vraiment du coup comme des acteurs responsables. Donc en fait, dans plusieurs grandes villes, ils ont placardé des grandes affiches. Attention, ne jetez pas votre mégot n'importe où, ça pollue. Mais jamais ils mettent des messages, il faut arrêter de fumer, il Mmh. faut bien. Voilà, c'est vraiment. Ils mettent la responsabilité vraiment juste sur le consommateur et jamais sur eux. Donc là, Mmh. ça les fait vraiment passer pour des acteurs très responsables. Mmh. Et ça, c'est très, très problématique. Et c'est vraiment quelque chose que nous, on ne veut pas exporter à d'autres pays parce que c'est une directive qui émane de l'Union européenne. La France l'a très vite mise en place, mais nous, on alerte pour que justement cette directive ne soit pas mise en place dans tous les pays de l'Union européenne parce que ce serait très problématique. Ça laisserait au final l'industrie du tabac complètement aux commandes de l'éco-organisme qui au final serait complètement inefficace. Mmh. Complètement, parce que justement, eux distribuent des cendriers de poche, ils font la promotion des filtres biodégradables, mais jamais hein, ils mettent en cause leur responsabilité à eux. Et ils ne communiquent jamais sur tous les risques environnementaux, outre les mégots. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très très problématique, et je pense qu'il faut avoir à l'esprit, parce que ils contactent beaucoup de villes en France justement en disant, bon voilà, on vous donne de l'argent, mais en même temps, vous nous faites notre communication. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, mais c'est toujours très insidieux. Oui, puis surtout aujourd'hui en 2025, puisque si on y réécoute dans quelques années, Mmh. l'influence des réseaux sociaux, des contenus viraux qui peuvent Exactement, vite être détournés, exactement, on vous en avez tout à voyait fait en raison. préparation Oui, l'émission. Donc oui, il faut faire oui, attention et avoir des sources sûres par rapport à tout ça parce que c'est ça, toujours bien s'informer, bien vérifier, que ça n'émane pas d'une industrie et c'est pas forcément là, je parle pas que du tabac, mais même ça peut être pour oui, l'agroalimentaire, c'est pour ça. l'alcool, pour, toutes les industries nocives, qui au final financent, mais des dizaines et des dizaines d'études scientifiques qui sont complètement tronquées pour au final avoir des résultats qui vont dans leur sens. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi le message à retenir, c'est Ouais, vraiment être vigilant, surtout aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, avec les réseaux sociaux, ouais, l'information et la désinformation circulent très très rapidement. ouais. Ce que je retiens de notre échange, c'est, vraiment que chaque cigarette, chaque mégot, Mm. chaque cigarette a un impact fort finalement, Mm, inconscient mm, mm, presque mm, sur la planète et ça j'aime beaucoup. J'aime mm. bien cette image-là, parce qu'on n'en a pas forcément conscience. C'est ça. Bah, juste aussi pour un autre chiffre fort, un mégot qui est jeté au sol, qui va être entraîné dans les égouts, finir à la mer, ça peut polluer jusqu'à 1000 litres d'eau.
c'est quand même quelque chose qui est Énorme. très, très important et Mmh. c'est énorme. Et en route, ça peut affecter, ben, la faune, la flore, tuer des petits poissons et cetera. Donc ça, il faut vraiment avoir à l'esprit. Quand on jette son mégot, il y a 1000 litres d'eau qui sont pollués. Merci Amélie, parce que Merci. là, on a vraiment fait tous les recoins, mais surtout appris des choses. Mmh. Je suis sûre, même moi, déjà en préparant, Mmh. mais en échangeant, on sent que vous êtes passionnée et vraiment ancrée dans ce combat-là, presque, j'ai Oui, envie de dire. c'est un Et combat. voilà, c'est ça, c'est important de le dire. Et on invite toutes les personnes qui nous regardent, qui découvrent, Mmh. nous poser des questions, mettre des commentaires, Mmh. soit le Oui. format long ou format court, parce qu'en fin de compte, peut-être qu'on va découvrir et on va être un petit peu stupéfait Mmh. par tout ça. Donc, on mettra les informations Bien aussi entendu. pour relayer, Oui, peut-être vous contacter, tout ça. oui, pas de Et puis, problème. nous, on se retrouve pour un prochain épisode pour le mois sans tabac, bien sûr, sur la chaîne officielle. Et puis, peut-être au plaisir de se revoir, se rencontrer. Merci beaucoup. Merci, Amélie. Merci.